Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux absents du Barça et comme vous le savez, chaque saison, c'est la même chanson. Lors des moments clés de la saison, nos meilleurs joueurs sont absents. Et on doit faire avec. Maintenant, quand on regarde par exemple, l'année passée, c'était la défense qui a été vraiment fortement attaquée avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu jouer les matchs les plus importants. Et cette fois-ci, c'est le milieu de terrain. De Jong, Pedri et Gavi absents alors que tu vas jouer un huitième de finale. Retour en Ligue des Champions, ça fait quand même très très mal. Par rapport à ça, vous allez voir que c'est encore plus compliqué que ça en a l'air. Mais on va déjà commencer en parlant du cas Pedri et De Jong, parce qu'aujourd'hui, on évoque le fait qu'ils seront absents pendant au moins un mois. C'est les médias qui le disent, il n'y a encore pas eu de communiqué officiel. Mais comme vous savez, hein, quand c'est les médias qui en parlent, toujours tu peux rajouter, on va dire, deux fois plus, voire trois fois plus de temps de disponibilité, parce qu'à chaque fois, ils sont à côté de la plaque. Donc, on peut être sûr en tout cas que De Jong et Pedri ne vont plus refouler la pelouse d'ici quand même un long moment. Maintenant, il va falloir trouver des solutions et déjà pour moi, si on veut dessiner un 11, si on veut remplacer Pedri et De Jong, il faut essayer de voir qu'est-ce qui marche dans cet effectif-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de négatifs, mais il y a tout de même un petit peu de positif. Et pour moi, quand on regarde les derniers matchs, on voit surtout que défensivement, ça va mieux. Il y a eu deux clean sheets de suite, on voit que l'équipe encaisse beaucoup moins de buts, on voit surtout que lors des temps faibles, le Barça arrive tout de même à tenir un peu mieux, on va dire, la situation et à moins concéder de grosses occasions. Et ça, c'est tout de même bien. Par rapport à ça, il faut s'appuyer là-dessus. Et pour moi, ça, c'est caractérisé par Christensen, qui certes, avec ballon, n'est pas un top joueur mondial, mais en tout cas, sans ballon, il apporte beaucoup à l'équipe en termes, on va dire, de pressing, de contre-pressing, d'interception. Sur les phases de jeu où tu es acculé dans son jeu aérien, il va beaucoup t'apporter, faire beaucoup de choses positives pour l'équipe. Ça, c'est sûr que c'est vraiment un joueur qui apporte, en tout cas dans ce secteur-là. Ensuite, on voit que Araujo a été repositionné axe gauche pour couvrir les montées de João Cancelo et on voit qu'il apporte beaucoup. Ça permet aussi à Cancelo de monter beaucoup plus souvent et on sait que c'est un joueur très très important pour l'équipe. Ensuite, Pau Cubarsí aussi qui commence vraiment à s'installer. On sait qu'au niveau de la relance, généralement c'est quand même très très fort. Il y a un petit peu de déchets parce qu'il prend beaucoup de risques, mais il apporte tout de même beaucoup à l'équipe. Et puis défensivement, on voit un joueur quand même très très concentré qui fait peu d'erreurs alors qu'il est beaucoup quand même sollicité et ça c'est positif. Pour terminer, Jules Koundé qui fait quand même de bien meilleures choses ces derniers temps. Alors pour moi, des fois, il se fait beaucoup trop facilement trimballer sur son côté, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus solide. En tout cas, c'est quand même du positif. Donc, partie de ce principe-là, il faut de la continuité. Donc, continuer avec ces gars-là. Et quand je vous disais que le terrain, c'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est par rapport au fait que si on se réfère au début de saison, on voit que Xavi avait mis en place un système où tu avais donc Cancelo qui apportait du soutien au milieu de terrain. Il commence en tant que latéral droit, puis il repiquait dans l'axe parce que l'ailier collait la ligne devant lui, donc il ne pouvait pas déborder. Et ça, c'était intéressant parce qu'on voyait un milieu de terrain très dominateur à ce moment-là. On voyait souvent, non pas un double, mais un triple pivot. Et c'était vraiment intéressant, on va dire, parce qu'ils se partageaient bien les tâches. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a des absents, comme notamment Baldé, qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Et donc, Cancelo doit jouer au poste de latéral gauche. Il sait très très bien le faire. Et pour moi, c'est un joueur, comme je l'ai déjà dit depuis son arrivée, qui peut jouer latéral gauche, latéral droit. Il peut devenir l'ailier, le troisième, le quatrième, le terrain, tout ce que vous voulez. Il sait tout faire parce que c'est un joueur exceptionnel. Maintenant, le truc, c'est que quand on pense plus à l'effectif, à l'équipe, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on aimerait bien comme que Cancelo apporte du soutien à ce milieu de terrain-là qui en a énormément besoin. Mais Baldé n'est pas là, donc il doit occuper ce rôle où il devient l'ailier gauche. Et ça crée de nouveaux problèmes. Maintenant, si on se dit que dans un club normal comme le Barça, Baldé n'est pas là, bah c'est pas grave, il y a quand même un autre remplaçant et pas un joueur que je dois faire changer de poste. Et là, normalement, ça devrait être Marcos Alonso. Mais j'ai une question très sérieuse à vous poser. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce gars-là? Parce que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait un petit temps qu'on ne le voit plus du tout. Enfin, c'est pas juste on le voit plus, c'est n'est plus là aux entraînements, on ne le voit plus même, je sais pas moi, en dehors des matchs ou quoi. Enfin, la dernière fois que j'avais vu, je crois que c'était une story où il avait tout simplement encouragé le Barça. Mais ce qui est assez choquant, c'est que même quand il y a des listes d'absents évoqués côté Barça, son nom n'est même pas présent. En fait, j'ai l'impression qu'il n'existe plus ce joueur-là. Je ne sais pas si j'ai raté un épisode, peut-être qu'il s'est passé quelque chose d'assez fou, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, il n'est plus présent aujourd'hui. Et je ne dis pas qu'il devrait jouer, mais je dis que j'aimerais au moins savoir qu'est-ce qu'il devient. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Après, évidemment, il y a aussi le cas de Hector Fort, qui pourrait jouer au poste de latéral gauche et qu'il a déjà fait quelques fois sous Xavi. Maintenant, le truc, c'est quand même que c'est un joueur de 17 ans qui est très très jeune et surtout, son véritable poste, c'est latéral droit.
Là, tu le fais un petit peu déjouer avec de la pression, une période où l'équipe joue très très mal, où il sera responsabilisé. Pour moi, c'est vraiment pas le top. Et puis surtout, c'est pas un profil pour devenir ailier avec ballon. Donc, ce n'est pas la solution selon moi. Et tout ça pour vous dire qu'au final, Cancelo devrait être une solution, mais ne peut pas parce qu'il n'y a pas que les absents au milieu de terrain, il y a aussi des absents en défense et ça fait que Cancelo doit obligatoirement jouer au poste de latéral gauche. Maintenant, par rapport à tout ça, je vais vous afficher mon 11 et je vais vous montrer les solutions auxquelles j'ai opéré. Alors, vous voyez que j'ai remplacé Frenkie de Jong et Pedri par, on va dire, Fermin Lopez et João Félix. Ils sont deux joueurs totalement différents, mais l'idée est de se dire que on va partir du principe que la défense ne bouge pas, comme je vous l'ai dit. On met Gundogan dans le rôle de Frenkie de Jong plus bas. Et ça, franchement, pour moi, c'est quelque chose de problématique. Parce que Gundogan, on voit qu'il est très décisif, qu'il peut marquer et faire marquer ses coéquipiers. Et c'est un joueur qui est très à l'aise quand il joue haut sur le terrain. Il commence à avoir une bonne connexion aussi avec Robert Lewandowski. Et malgré tout ça, tu dois le faire redescendre parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs capables de le faire. En fait, c'est simple. De Jong, normalement, c'est le seul joueur capable de créer autant de jeux à partir de rien du tout, très bas sur le terrain. Mais s'il n'est pas là, tu te dis que Pedri peut aussi le faire. Mais Pedri n'est pas là non plus, donc c'est Gundogan qui va le faire tout simplement. Maintenant que je l'ai redescendu plus bas sur le terrain, je mets Fermin Lopez dans sa position initiale, dans le demi-espace droit. Et vous allez voir qu'il y a quand même du positif à en tirer. Mais quand on regarde face à Bilbao, il a quand même fait un très très mauvais match. Énormément d'erreurs techniques, de passes ratées, de contrôles manqués. Ça, c'est vraiment très dérangeant. On sait que Xavi ne lui fait pas non plus vraiment confiance. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne joue pas tout simplement, alors que pour moi c'est quand même l'option. Parce que malgré tout, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté de positif cette saison. C'est quand même un joueur vraiment qui a beaucoup beaucoup de qualité, qui presse énormément, qui a beaucoup d'énergie, qui peut combiner avec ses coéquipiers, qui tente beaucoup sa chance, qui se présente dans la surface. Par rapport à tout ça, pour moi c'est le remplaçant vraiment qui pourrait beaucoup apporter par rapport à la position de Gundogan si jamais il redescend plus bas. Ensuite, João Félix. Je le mets, évidemment, je pense qu'il te faut quand même un joueur à l'aise balle au pied. Quand tu perds autant de maîtrise technique avec De Jong et Pedri, ben, un gars comme João Félix peut te faire du bien. Même si, honnêtement, lui aussi a beaucoup de déchets, perd trop de ballons assez inutilement. Et ça m'inquiète un petit peu, mais il doit tout simplement beaucoup plus apporter de contrôle à cette équipe-là, même s'il va jouer assez haut sur le terrain. Il ne doit pas hésiter quelquefois à redescendre, à construire le jeu et à remonter le ballon. Tout simplement parce que ce n'est pas un joueur de profondeur dans tous les cas. Donc autant être utile d'une manière plus créative pour son équipe. Maintenant, par rapport à tout ça, vous comprenez que là, on part du principe où il y a d'autres profils qui vont apporter d'autres choses. Il va falloir un petit peu se réadapter. C'est pour ça que j'essaie de faire le moins de changements possible pour que on puisse garder quand même une certaine ossature, même si, bon, elle n'existe pas trop au Barça. Et par rapport à tout ça, il y a au moins quelque chose de très positif dans cette compo-là. Et c'est pourquoi je l'ai mise. C'est le fait que quand on regarde, on voit que côté gauche, il y a Gundogan, Cancelo et João Félix. En termes de qualité technique, c'est quand même trois joueurs de très très haut niveau qui peuvent combiner, qui peuvent se trouver assez facilement et qui peuvent beaucoup aider l'équipe. Ensuite, côté droit, tu as Lamine Yamal qui est un petit peu autosuffisant. On le sait très bien qu'il peut faire des différences à partir d'absolument rien du tout. Et en plus de ça, il y a Fermin Lopez qui va jouer à ses côtés. Joueur qui connaît très bien, avec qui il s'entend très bien sur et en dehors des terrains. Donc ça peut aussi aider l'équipe. Parce que je pars du principe aussi collectivement, l'équipe n'est plus au top. Si le système est un petit peu remis en question, ah ben, il faut miser sur l'entente des joueurs. Et on sait très bien que Cancelo, João Félix n'a plus grand chose à prouver. On sait que Gundogan aime beaucoup jouer avec ces gars-là. On sait que Lamine Yamal et Fermin Lopez sont très à l'aise pour jouer ensemble. Bah, c'est important de miser sur ces choses-là pour pouvoir tout simplement créer du jeu. Parce que s'il n'y a pas ça, franchement, je ne sais pas comment on va s'en sortir sans des joueurs comme De Jong et Pedri qui te règlent beaucoup de problèmes de par leur qualité individuelle. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu comment je vois la chose, quels sont mes choix. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi je vous dis peace.